De plus en plus de personnes, quel que soit leur mode de vie, passent leur journée à scroller machinalement sur leur téléphone. Au moindre instant d'attente, de pause ou d'ennui, l'écran devient un réflexe, souvent au détriment du temps réel et des interactions directes. Mais pourquoi sommes-nous devenus une civilisation de nuque penchée sur ses lucarnes lumineuses, une civilisation qui caresse du doigt à l'infini ses écrans appétissants? Comment notre cerveau se laisse-t-il piéger et comment se libérer de ce piège? Pour répondre à ces questions, mieux comprendre cette mécanique et ses effets sur notre cerveau, nous avons interviewé Karine Deleuze, psychologue, psychothérapeute et cyberaddictologue, qui nous a expliqué pourquoi ces plateformes nous rendent accros et comment retrouver un usage sain de numérique. On a également interrogé des personnes de notre entourage pour mieux connaître les relations avec le scrolling. Tout a commencé avec des plateformes comme Twitter et Facebook en 2006, qui ont introduit l'idée d'un fil d'actualité infini pour nous garder connectés. Aujourd'hui, des géants comme Instagram ou encore TikTok utilisent le scrolling infini pour nous plonger dans un flot continu de contenu. Le scrolling s'est très popularisé lors du confinement en 2020. Le contexte était propice puisqu'il y a eu un réel repli des gens sur eux-mêmes et par conséquent sur les réseaux sociaux, le seul moyen de se divertir et de communiquer facilement. Le succès était prévisible. En 2021, TikTok est devenu l'application de réseaux sociaux à avoir atteint 1 milliard d'utilisateurs dans les plus brefs délais. Une simple plateforme de vidéos courtes où les utilisateurs défilent à l'infini. À première vue, scroller paraît bien simple et inoffensif. En effet, environ 15 millions de Français scrollent sur TikTok chaque mois. Mais en réalité, ces vidéos courtes, durant en moyenne 15 secondes, ne sont pas si inoffensives qu'elles ne le paraissent. Elles poussent les utilisateurs à en consommer à chaque fois de plus en plus. Avez-vous déjà prévu de regarder des vidéos courtes pendant seulement 5 minutes pour vous rendre compte que 50 minutes se sont écoulées? Ce phénomène est courant chez les utilisateurs qui expérimentent un trou noir temporel où le temps perçu passé sur les vidéos courtes est bien inférieur au temps réellement écoulé. Les statistiques récentes montrent que les utilisateurs d'Instagram, Reels et de YouTube Shorts regardent en moyenne 11 vidéos par session, tandis que les utilisateurs de TikTok en regardent 15 d'affilée. Les applications qui proposent de scroller le proposent un mode portrait. Et c'est le mode portrait de nos téléphones qui aide nos applis à capter notre attention. On utilise souvent nos téléphones de cette manière, ce qui permet un défilement plus naturel, et ces petits écrans sont bien adaptés à cette mission. On peut d'ailleurs distinguer différents types de scrolling. Le tout premier et le plus ancien type de consommation de contenu qui fait entre guillemets pourrir notre cerveau, c'est le binge-watching, c'est-à-dire le visionnage excessif d'un grand nombre de contenus sur une courte période. Ce terme désigne généralement le fait de regarder plusieurs épisodes d'une même série à la suite. Mais avec l'apparition de notre cher TikTok, les choses ont empiré et un nouveau phénomène est apparu, le zombie scrolling. C'est le fait de faire défiler un fil d'actualité de manière compulsive, sans but ni bénéfice. Vous ne cherchez rien, vous n'essayez pas d'apprendre quoi que ce soit et surtout, cela n'a pas de fin. Vous scrollez machinalement jusqu'à ne plus vraiment comprendre ce que vous voyez à l'écran. Je sais que je me suis rendu compte un peu surtout au niveau des fêtes, quand je suis un peu trop stimulée avec la famille et tout ça et que j'ai besoin de me poser et tout, ça me permet de me mettre dans ma bulle, de me mettre sur TikTok ou me mettre sur Insta et de scroller un peu. J'ai un peu ce double truc là, c'est bien mais pas tout le temps. Enfin, il y a des moments où je sens que c'est vraiment pas réfléchi et je le fais et ça me fait aucun bien Enfin, le doomscrolling est une autre forme toxique de navigation infinie. Il s'agit d'une obsession excessive pour la recherche d'informations anxiogènes et d'informations négatives. Les doomscrollers ressentent un besoin irrépressible de se tenir au courant des derniers événements, en particulier s'ils sont tristes, effrayants ou s'ils provoquent des émotions négatives. Mais quel est l'intérêt pour les auteurs de ces vidéos? Et surtout, qui sont ces auteurs? La réponse, comme toujours, l'argent. Aujourd'hui, grâce à l'IA, il est possible de créer une énorme quantité de ce type de vidéos, et en très peu de temps, avec des sous-titres, des voix off, et un contenu absurde. Une grande partie de ces vidéos sont produites dans des content farms, des usines de création de vidéos en masse, dans le but de générer des revenus. La vitesse et la quantité sont plus importantes que la qualité, c'est pour ça que nous obtenons ce type de vidéos. Et comme ces vidéos sont créées selon un schéma récurrent, avec un maximum de stimulation visuelle, elles deviennent populaires. Mais en fait, comment le fait de scroller peut-il nous rendre addicts? Avant tout, je voudrais parler de l'expérience de Bruce Frederick Skinner sur les souris et les récompenses imprévisibles, appelée la boîte de Skinner. Dans son expérience, le psychologue a placé des rats dans une boîte équipée d'un levier, et lorsqu'un rat appuyait sur le levier, il recevait parfois une récompense en forme de nourriture et parfois rien. Ce système a montré que les rats continuaient à appuyer frénétiquement sur le levier,
bien que les récompenses étaient rares et imprévisibles. Donc ce même principe explique pourquoi on devient accro aux réseaux sociaux. Tout est simple. Comme les rats appuyant sur le levier, on cherche une récompense, on cherche une vidéo captivante, drôle, marquante. Lorsqu'on scrolle, notre cerveau libère un neurotransmetteur appelé dopamine. C'est cette substance qui crée une sensation de satisfaction instantanée. Ce neurotransmetteur, qu'on appelle aussi l'hormone du bien-être, est en grande partie produit dans le système de récompense du cerveau. Elle est indispensable pour notre survie car elle nous motive à accomplir des actions fondamentales, comme rechercher de la nourriture ou un abri, en nous guidant vers ce qui est vital. Mais une stimulation excessive de ce système peut créer un dérèglement, ce qui peut perturber les mécanismes naturels qui régulent nos comportements et nos désirs. Le cerveau aime tellement de cette substance que lorsqu'il sait que quelque chose lui en procure, il va continuer à la chercher jusqu'à pouvoir en devenir dépendant. Chaque swipe, que ce soit sur TikTok, sur Instagram ou encore sur Facebook, libère un shot de dopamine, comme un bouton qu'on vient presser et qui nous fait nous sentir bien immédiatement. C'est un petit peu comme si finalement on lui remettait une baguette magique, quelque chose, et il a un univers qui va répondre à ses désirs et à ses besoins juste par le doigt. Plus on libère de la dopamine, plus cette substance a des chances de nous rendre addicts. Sur TikTok, dès qu'on ouvre l'application, on est exposé instantanément à du contenu, sans avoir à sélectionner une vidéo comme sur YouTube ou à choisir un épisode de série à regarder. Le seul choix qu'on a à faire, c'est de passer à la vidéo suivante. Si on tombe sur une vidéo que l'on apprécie alors qu'on n'y aurait pas pensé, le shot de dopamine est encore plus important. Cela s'explique car une récompense imprévisible provoque une plus grande activité dans les régions cérébrales de récompense que celle que l'on anticipe. Ce phénomène est bien connu en psychologie comportementale, plus une récompense est variable, plus elle est addictive. Mais alors, quand commence vraiment l'addiction? Ce processus suit en réalité une boucle. Tout d'abord, notre cerveau identifie le mouvement de notre doigt qui swipe comme un signal annonciateur de plaisir. Ensuite, il anticipe la récompense et commence à libérer de la dopamine. Puis, nous regardons une vidéo, ressentons une satisfaction instantanée et poursuivons le scrolling pour avoir une nouvelle dose. Et ce cycle se répète sans fin car il n'y a jamais de dernière vidéo. L'application nous en propose toujours une nouvelle. Ma nouvelle technique maintenant, c'est genre le soir, je vais plus sur TikTok, mais je vais plutôt genre regarder des vidéos ou des séries, parce que justement, tu as plus conscience du temps et tu sais qu'à la fin de ton épisode, c'est plus facile pour moi de me dire ok, j'arrête et je vais dormir, alors que TikTok, en fait, comme c'est sans fin, c'est beaucoup plus dur de s'arrêter, je trouve. Les algorithmes jouent un rôle crucial dans le développement de l'addiction au scrolling. Dans le contexte des réseaux sociaux, ce sont des systèmes automatisés conçus pour filtrer, organiser et hiérarchiser les contenus à montrer à chaque utilisateur. Ils ont donc pour mission d'analyser nos centres d'intérêt, nos passions, ce que l'on aime, pour nous proposer le contenu qui nous correspond le plus, le contenu qu'on est susceptible de liker en continu, afin de maximiser la libération de notre dopamine. Tout le monde est touché par le scrolling, que ce soit les enfants, les adolescents ou les adultes. Aujourd'hui, avec l'omniprésence des téléphones et des réseaux sociaux, il est presque impossible d'échapper à cette habitude. Et puis aujourd'hui, concrètement, la société, elle nous donne une injonction à nous connecter. On est obligé, je veux dire, c'est incontournable. On ne peut pas être aujourd'hui un acteur de cette société si on n'est pas connecté. Cependant, certains groupes sont plus vulnérables que d'autres. Les adolescents sont particulièrement impactés. 24% d'entre eux présentent des signes de cyberaddiction. Alors, les adolescents, parce que franchement, d'abord, c'est conçu pour eux, déjà. C'est conçu pour eux, pour venir répondre à des angoisses. Tout ça est vraiment très construit pour venir soulager, entre guillemets, parce que la dopamine, c'est du soulagement aussi. On ne le dit pas assez, on dit que tout le temps, c'est du plaisir, c'est aussi du soulagement. Et en fait, on vient proposer à l'adolescent quelque chose qui va venir le soulager sur plein de choses. À cet âge, le besoin d'acceptation sociale est très fort. Ils ont besoin de se sentir connectés avec le monde autour d'eux, ce qui les rend plus vulnérables à cette addiction. En scrollant, ils espèrent rester au courant des dernières tendances, des actualités ou encore des publications de leurs amis. Les adultes sont également touchés. Après une longue journée de travail, marquée par le stress et la fatigue, ils peuvent être tentés de se détendre en scrollant sur leur téléphone. Pour beaucoup, c'est aussi une façon d'échapper temporairement aux pressions du quotidien. Enfin, les enfants sont impactés, mais de moins en moins, du fait des efforts de prévention mis en place récemment autour de l'utilisation des technologies numériques. Ils passent tout de même du temps sur les écrans et à scroller, même si ces applications ont des limites d'âge. Sur TikTok, la limite est de 13 ans, bien qu'elle soit rarement respectée. Mais malgré les différences d'âge, est-ce que les impacts sont les mêmes ? Le scrolling a des répercussions bien plus profondes qu'on ne l'imagine. C'est précisément à cause de ces effets que nous avons voulu réaliser ce reportage. On va donc explorer ensemble les impacts sociaux, mentaux et physiques d'une utilisation excessive du scrolling et comprendre pourquoi elle est devenue un véritable enjeu de société.
Combien de fois nous nous asseyons avec nos amis et notre famille pour partager un repas, mais nous sommes tous occupés sur nos téléphones. Nous sommes physiquement présents, mais mentalement absents. Ce phénomène a un nom, c'est le Continuous Partial Attention. Nous semblons accorder plus d'importance aux personnes virtuelles et à leur vie, plutôt qu'à celles qui sont juste en face de nous à ce moment précis. C'est évident que le scrolling diminue les interactions dans la vie réelle. On peut d'ailleurs voir que la jeune génération a de plus en plus de mal à engager des conversations et à nouer des liens personnels. Dans cet article, Giuliani explore l'impact de l'attention partielle continue sur l'apprentissage. Contrairement au multitâche qui vise à accomplir plusieurs tâches efficacement, la CEPA est un état d'hypervigilance où notre cerveau jongle sans cesse entre différentes sources d'informations en ayant peur de manquer quelque chose. C'est un lien avec la FOMO, la peur de manquer quelque chose, qui illustre bien comment les réseaux sociaux entretiennent une pression constante pour rester connectés et se comparer aux autres. Est-ce que vous vous souvenez de zombie scrolling? C'est ça qui est souvent associé avec la peur de manquer quelque chose d'intéressant. Ce sentiment est provoqué par la consultation des réseaux sociaux où l'on peut toujours suivre les nouvelles et les événements importants dans la vie des autres. Afin de ne pas perdre le contrôle sur le monde et ses amis, les individus commencent à se connecter sans fin aux réseaux sociaux. Le scrolling et les réseaux sociaux plus généralement affectent également notre productivité. Lorsqu'on a un devoir à rendre, quelque chose d'important à faire, il arrive souvent qu'on soit distrait et qu'on finisse par scroller. Je sens que je suis moins concentrée, je suis toujours obligée d'un peu aller scroller. Par exemple, quand je suis en cours, genre en CM, je sais que des fois je vais sur TikTok alors que je devrais suivre le cours parce que ça me détend et parce que j'ai du mal à me concentrer sur quelque chose en particulier, quoi. Ouais, enfin je sais qu'en cours, je vais pas trop sur mon téléphone, donc ça va. Mais par contre, quand je suis chez moi et qu'il faut travailler, là, faut d'abord passer 3 heures sur TikTok, après peut-être je vais faire quelque chose. Dans Stolen Focus, écrit par Jean Harry, le journaliste britannique explique que les employés de bureau sont en moyenne distraits tous les 3 minutes. Il montre que notre capacité d'attention est constamment interrompue par les notifications, les réseaux sociaux, en bref, tous les contenus qui nous entourent. Lorsqu'une personne est interrompue, il lui faudrait en moyenne 23 minutes pour retrouver un niveau de concentration équivalent à celui d'avant l'interruption. Tout cela nuit donc à notre productivité. Le scrolling perturbe également l'hormone appelée ocytocine, une hormone liée au sentiment d'être connecté avec les autres. Au lieu de stimuler l'ocytocine, comme le font les interactions sociales, faire défiler des vidéos, notamment des vies parfaites des autres, comme le montrent les influenceurs, peut vous laisser anxieux, vous faire vous sentir mal ou seul. Plus vous passez de temps à vous comparer avec les autres en ligne, plus votre humeur se dégrade. Cependant, c'est important de comprendre que les influenceurs, les gens qui créent ce genre de vidéos qui nous font rêver, ne publient que les meilleurs moments de leur vie, comme leurs vacances, leurs fêtes ou des moments de réussite dans leur vie. Voilà ce que Karine Delos nous dit par rapport à ceci. Ils n'ont pas envie de regarder quelqu'un qui fait comme eux. Parce que quelqu'un qui fait comme eux, imaginez quelqu'un qui est assis en train de scroller, vous n'allez pas regarder, vous n'allez pas scroller sur des gens en train de scroller. Ça veut dire qu'on va aussi chercher du contenu qui nous fait rêver. On va pas chercher des gens comme nous qui scrollons. Donc on va chercher du contenu qui fait rêver. Donc forcément ça crée encore plus la distance depuis, je dis n'importe quoi, mais le super bateau ou le sommet de je sais pas quoi, quand vous êtes complètement affalé sur votre lit en pyjama, bon alors évidemment ça crée encore plus de distance. Ça fait perdre confiance en soi parce que pendant qu'on scrolle, on fait rien d'autre. Et puis on n'a rien envie de faire d'autre surtout. C'est très régressif. Mais pourquoi une image de vie parfaite sur les réseaux sociaux ne nous motive pas? On a également posé cette question à Karine Delos. Parce que c'est l'idée qu'il faudrait beaucoup trop d'efforts alors qu'ils peuvent juste avec un doigt faire défiler le monde. Ils n'ont pas du tout envie de... Ils n'ont pas du tout envie de faire des efforts. Enfin, ils aimeraient faire l'effort. Ils aimeraient... Mais quand il faut le faire, ils n'ont pas forcément envie de le faire. Puis des fois, c'est des choses un petit peu inaccessibles. Il y a un écart énorme qui se crée entre finalement et le réel et ce qui est mis sur ces réseaux sociaux. Le fait de scroller affecte également notre cerveau en diminuant notre capacité d'attention et de concentration. Comme dit précédemment, scroller procure de la dopamine sans cesse, donc le cerveau en recherche toujours plus. Au fil du temps, il devient de plus en plus dur de se concentrer sur des tâches qui demandent davantage de précision et de concentration. J'ai vraiment le sentiment que si je baisse, mon niveau d'attention baisse et ma durée de concentration aussi, surtout. En effet, même si le scrolling mobilise notre attention en continu, cette activité n'implique pas de concentration profonde. On navigue rapidement d'un contenu à l'autre, ce qui affecte notre attention et notre énergie mentale. Cette surstimulation provoque à long terme une certaine fatigue mentale. Le scrolling entraîne également une diminution de la capacité à maintenir l'attention sur de longues périodes, ce qui impacte non seulement notre productivité, mais aussi notre bien-être général, car cela nous rend incapables de pleinement apprécier des expériences ou des moments sans être distraite par le besoin constant de stimulation numérique. De plus, le scrolling amplifie les états émotionnels négatifs pouvant aller jusqu'à la dépression. On parle souvent de doom scrolling,
qui est le fait de scroller et consulter des contenus en tendance négative, comme l'a expliqué Enzo. Ce phénomène conduit à une augmentation du stress et de l'anxiété, et à long terme engendre une surcharge cognitive qui crée un cercle vicieux de négativité dans notre tête, sans même que l'on s'en rende compte. C'est comme si on le jetait un filtre sombre sur la façon dont on voit le monde. Sur le côté, c'est complètement déprimant d'avoir passé 2 heures à 3 heures en fait. On est, vous savez, on est comme, c'est un peu comme si on sortait d'un truc un peu hypnotique. On est complètement désorienté et puis on s'en veut beaucoup. Il y a une espèce de culpabilité aussi de se dire, ah, j'ai passé ce temps-là. Le fait de scroller, de passer beaucoup de temps sur des écrans, ça cause également des impacts sur le corps. Premièrement au niveau des yeux, le fait de scroller, de regarder un écran plus généralement pendant un certain temps, peut causer des sécheresses oculaires. Une utilisation prolongée des écrans réduit la fréquence et l'amplitude des clignements des paupières, qui sont pourtant indispensables pour maintenir une surface oculaire saine. On a d'ailleurs vu apparaître le syndrome de fatigue oculaire numérique, ou Computer Vision Syndrome, qui décrit un ensemble de problèmes oculaires et visuels résultant de l'utilisation prolongée d'un ordinateur, d'une tablette, d'un téléphone portable, d'un écran en général. Les principaux symptômes sont les suivants: fatigue oculaire, maux de tête, vision floue, sécheresse oculaire et douleurs au niveau du cou et des épaules. Et du coup, déjà en règle générale, j'ai des migraines. Alors en plus de ça, quand j'ajoute les réseaux, le temps d'écran, que ce soit sur mon téléphone, mon ordi, la télé, parce que en vrai maintenant, tu regardes pas ton téléphone, tu regardes ton ordi, tu regardes pas ton ordi, tu regardes la télé. Des fois, je regarde et mon ordi et mon téléphone en même temps. Donc ouais, franchement, je pense qu'en termes, déjà au niveau de mes yeux, ça affecte pas mal mes yeux. Et je pense que ça affecte aussi pas mal mes migraines. C'est un gros facteur dans mes migraines, quoi. Le scrolling peut également favoriser l'apparition et le développement de la myopie, en raison de la sollicitation intense de la vision de près et du manque d'exposition à la lumière naturelle. Les jeunes sont particulièrement à risque, en passant plus de temps sur leurs écrans et moins de temps à l'extérieur. Le scrolling a aussi des effets néfastes sur d'autres parties du corps. Comme on a pu le voir avec le CVS, un des symptômes est l'apparition de douleurs au niveau des cervicales et des épaules, qu'elles sont excessivement sollicitées dans la posture penchée qu'on adopte lorsqu'on scrolle en restant assis. Une mauvaise posture prolongée peut également faire apparaître des douleurs au dos. Karine Deleuze nous dit que quand on scrolle, on est souvent dans notre lit en position complètement hypotonique, dans une mauvaise posture, tel un bébé qui fixe son mobile tournant au-dessus de sa tête. C'est cette mauvaise posture qui favorise l'apparition des douleurs. L'usage répétitif des pouces et des doigts peut aussi entraîner des inflammations, des tendinites aux doigts et aux poignets. Enfin, le scrolling affecte notre sommeil, le plus souvent car on scrolle juste avant d'aller dormir. Les lumières bleues émises par notre téléphone en sont le premier facteur. Selon l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, plus la lumière que nous percevons est chargée en longueur d'onde bleue, plus elle a un impact sur notre horloge biologique et sur notre sommeil. Elle peut donc provoquer différents troubles comme des insomnies, des difficultés d'endormissement ou un dérèglement de l'horloge biologique. Notre sommeil est alors détérioré et de moins bonne qualité. Une étude publiée dans la revue PLOS ONE en 2017 a révélé que l'utilisation de notre téléphone 2 heures avant de se coucher réduit de 22% la production de mélatonine, qui est une hormone qui joue un rôle essentiel dans l'endormissement et la qualité de notre sommeil. La surexposition à la lumière bleue tend aussi à réduire la durée de notre temps de sommeil. Elle serait responsable d'une diminution de la durée de notre sommeil de l'ordre de 60 à 90 minutes par nuit, soit de 12,5 à près de 19% sur une nuit de 8 heures. On est à peu près sur entre 2 heures et 4 heures. Par semaine, ça fait un total de 18h30. Enfin, en tout cas, la semaine dernière. Je pense que je dirais 4-5 heures à peu près environ. Voilà. Ouais, à peu près 4-5 heures, je pense, sur les réseaux sociaux par jour. 3-4 heures sur les réseaux sociaux. En moyenne, je suis entre 2 heures et 2 heures et demie. La semaine dernière, j'ai passé 8 heures sur TikTok, 4 sur Instagram, 3 sur YouTube et 3 sur Snap. Et c'est tout. Enfin, après 40 minutes sur BeReal, mais bon. Voilà. Dans le but de faire de la prévention, on a donc recherché et regroupé différentes solutions, des conseils qui permettraient d'arrêter ou du moins de réduire le temps qu'on passe à scroller. Arrêter brusquement le scrolling et l'usage des réseaux sociaux en supprimant toutes les applications concernées est peu plausible. Si cette méthode peut fonctionner pour une fine partie des utilisateurs, elle reste difficile à maintenir parce que la plupart des individus chercheront des alternatives pour satisfaire leurs besoins de distraction et de connexion. Une des premières solutions, assez populaire, c'est d'ailleurs le premier conseil que nous a donné Karine Deleuze, est de mettre l'écran de notre téléphone en noir et blanc. Cela est rendu possible sur iPhone en se rendant dans Réglages,
accessibilité, affichage et taille du texte, puis filtre de couleur, et enfin cocher nuance de gris. Pour l'activer facilement, sur iPhone on peut créer un raccourci en se rendant dans Réglages, Accessibilité, Raccourci accessibilité, et enfin sélectionner filtre de couleur. Grâce à ce raccourci, en cliquant simplement 3 fois sur le bouton pour allumer notre iPhone, on passe des couleurs au noir et blanc. On peut également ajouter un bouton au centre de contrôle pour activer le réglage facilement. Pour avoir la méthode complète, disponible aussi pour des téléphones fonctionnant sous Android, on vous invite à consulter cet article qui nous a bien aidé. C'est Tristan Harris, spécialiste d'éthique des technologies et ingénieur qui a travaillé pendant 4 ans chez Google, qui a trouvé que mettre son téléphone en noir et blanc permettait d'enrayer une partie des mécanismes inconscients qui nous rendaient addicts au scrolling et plus globalement à notre téléphone. Karine Delos nous précise. Bon, déjà, c'est vrai que essayer de regarder TikTok ou Insta en noir et blanc, c'est déjà beaucoup moins drôle. Voilà. Donc, c'est simplement parce que vous aurez plus de facilité à arrêter. Voilà. C'est moins bien, donc on s'arrête plus facilement. En fait, là, on en est quand même à chercher des trucs pour s'arrêter. Donc, passer en noir et blanc, déjà, on enlève plus de 50% de l'agréable du réseau social. Des recherches ont montré que passer à un écran gris réduirait le temps d'écran de 20%. Si on prend un individu moyen qui passe environ 4 heures sur son téléphone par jour, à la fin de l'année, il aura économisé environ 300 heures, soit 130 films, 360 épisodes de séries et quasiment 2 mois de travail. Le fait d'enlever les couleurs de notre téléphone ne guérira pas notre addiction au scrolling, mais ça aura pour effet immédiat de rendre TikTok ou encore Instagram beaucoup moins attirant et hypnotique. Une autre solution pourrait être le fait de voir le scrolling comme une activité. Je ne compte pas le nombre de fois où je me suis posé dans mon lit, où j'ai lancé Instagram ou TikTok presque inconsciemment, et puis je commençais à défiler les vidéos pendant 1 heure, voire plus. Et je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois aussi, ou même avant, je me dis, je scrolle pendant 5 minutes, puis je mets à révision, puis je viens de me rendre compte que que les 5 minutes sont devenues 1 heure. Le fait de voir le scrolling comme une activité nous permet d'être actif et non plus passif lorsqu'on le pratique. Il faut définir un certain temps en se disant de telle heure à telle heure je vais regarder TikTok, comme si on se disait de telle à telle heure je joue à un jeu vidéo, je regarde une série ou je lis un livre. Et à la fin de l'heure définie, on s'arrête. Pour réduire le temps passé à scroller, il faut donc aussi se limiter à certains jours de la semaine et désinstaller les applications où l'on scrolle pour les réinstaller seulement quand on les utilise, pour avoir une sorte de mise de contrôle sur ce dernier. Les limites de temps qu'on peut mettre sur les applications de notre téléphone, elles ne sont pas forcément efficaces. En effet, ces limites, elles ne résultent que de notre volonté à arrêter de scroller lorsqu'on reçoit le message nous indiquant que la limite elle est finie, parce qu'en un clic, on peut continuer de rester sur cette application et continuer le scrolling. Le problème, c'est que j'essaie de mettre une limite de temps, mais bon, tu mets une limite de temps et tu mets Remind me in 15 minutes, et je clique tout le long dessus, quoi. Une façon de rendre cette limite beaucoup plus efficace, c'est d'y ajouter un code, mais un code qu'on ne connaît pas. On peut le donner à un parent, un frère, une sœur ou un ami. De cette façon, si on veut continuer d'aller sur cette application et de scroller, ce n'est pas immédiat, on y réfléchit à 2 fois et il faut contacter la personne qui a le code. Par ailleurs, les contrôles parentaux ne sont pas forcément efficaces. Ils sont en général assez faciles à craquer et les enfants, frustrés de devoir arrêter d'un seul coup leur utilisation de certaines applications ou de leur téléphone, trouveront toujours une manière de les contourner et de recevoir leur dose d'écran d'une façon ou d'une autre. La meilleure façon d'arrêter de scroller tout en diminuant cette frustration qu'on ressent, ce serait d'apprendre à gérer notre utilisation des réseaux sociaux, de gérer notre temps. De cette façon, on ressent moins de manque ou d'envie compulsive lorsqu'on décide d'arrêter. Quelque chose également très important que nous a partagé Karine Delos. Un truc super important, un conseil super important, c'est qu'on fait pas d'écran, enfin, ou de scrolling en tout cas, puisque c'est le sujet aujourd'hui, juste derrière un truc pénible. Par exemple, un ado qui a fini ses devoirs, faut pas qu'il fasse de l'écran tout de suite derrière, parce que l'écran va être, déjà c'est chouette, c'est super, et ça va être associé au soulagement d'avoir fini les devoirs, et au fait que c'est quand même tellement plus drôle de faire des écrans que de faire ses devoirs. Donc déjà qu'en termes dopaminergique, l'écran il est bien costaud. Mais alors associé derrière une tâche pénible, là on fait x4 quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment... Et donc on fait un espèce de conditionnement qui fait que dès qu'on est sur quelque chose de pénible, il faudrait l'écran parce qu'il n'y a que ça qui vient soulager. Donc ce qui est très important, c'est de mettre un sas de décompression pour pas que ce soit l'écran qui arrive comme le sauveur de l'enfant ou de l'ado après les devoirs. C'est-à-dire que le soulagement, c'est plus l'écran. C'est parce que les devoirs sont finis.
Et quand je fais de l'écran, c'est parce que je fais de l'écran. Donc, moi je dis 30 minutes. 30 minutes de décompression, vous goûtez, vous regardez une BD, vous faites rien, vous faites ce que vous voulez, mais pas d'écran. Et quand vous avez terminé l'écran, pareil, si vous avez des devoirs à faire, pas tout de suite derrière. Personne n'a envie de faire une tâche pénible après avoir fait un truc chouette. Pour pas, en effet, associer, pour pas venir faire ce côté presque manichéen, c'est bien, c'est mal. Hop, on fait un sas. Comme ça, le temps d'écran est fini, on a le temps de se dire ça y est, c'est fini. Et quand on passe au devoir, on est vraiment retourné dans autre chose. Mais alors, qu'attendons-nous pour se déconnecter? Qu'attendons-nous pour enfin quitter ce cercle vicieux qu'est le scrolling? Ce mécanisme qui nous affecte tant, que ce soit mentalement ou physiquement. Chaque seconde passée à faire défiler des images et des vidéos est une seconde perdue dans la réalité. Mais cette réalité est-elle bien plus précieuse? En fait, il n'y a pas deux réalités, deux temps différents. On parle souvent du temps d'écran, qui signifie la durée qu'on passe sur les écrans, mais le fait de parler et d'utiliser ce terme précis tend à le séparer du temps réel. Cependant, il n'y a qu'un seul temps, et le temps qu'on passe sur notre écran n'est pas un temps en dehors de la réalité. La vie ne s'arrête pas lorsqu'on scrolle, et on perd bien du temps lorsqu'on s'y adonne. Nous ne sommes pas faits pour vivre dans la lumière bleue de nos téléphones. Nos vies sont bien plus riches, bien plus profondes que ce que nous offrent ces écrans. Heureusement, il n'est jamais trop tard pour agir, et chaque petit pas compte. Il existe de multiples solutions pour sortir de ce cercle vicieux. Et la première étape, celle qui est essentielle, c'est de se rendre compte des dangers de scrolling. Et on espère que Ce reportage Vous a aidé à atteindre ceci.